Bonsoir à toutes et tous. Nous ne vous accueillons pas sur le plateau du journal télévisé ce soir, mais bien ici à Pepinster, l'une des communes les plus touchées lors des inondations l'été dernier. Nous étions revenus voir les sinistrés il y a 6 mois et nous voilà de retour. 365 jours se sont écoulés. C'est comme si c'était hier pour celles et ceux qui ont vécu ça de près. Regardez par exemple juste ici derrière moi, il y a un trou. Avant il y avait une maison, une famille vivait ici en bord de Vesdre, mais l'habitation a dû être détruite comme bien d'autres ici à Pepinster. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un an quasi jour pour jour. Il a plu beaucoup en très peu de temps. L'eau a débordé, elle est montée, elle s'est engouffrée. La nature s'est véritablement déchaînée, emportant presque tout sur son passage. Voyons cela avec Valérie Duzinx, Dominique Van de Capelle, Pascal Senkiu et Eric Destiné. Juillet 2021. La Hogne est méconnaissable, un torrent dévaste le centre-ville. Pour imaginer l'ampleur, il faut voir l'endroit aujourd'hui. La grue sur les berges témoigne des travaux de restauration toujours en cours. Ces images sont gravées à jamais dans la mémoire des habitants. Ici, la place du Perron, cœur commercial de la commune qui tente de revivre aujourd'hui. Revivre après l'inimaginable déluge, pas facile. Quand on se remémore qu'à l'époque, l'eau est montée de plusieurs mètres, vue du ciel, c'est encore pire, comme ici, à Chaudfontaine. Excellent ! À toi, vas-y ! Et puis il y a ces images choc. À Traux, la Vesdre était dans une telle furie que cette maison n'a pas résisté. La Brouque, quartier transformé par les flots, où les habitants n'ont pas eu d'autre choix. Ils ont dû se réfugier sur les toits. Cette rue, baptisée la Brouque Cité, a vu près de 3 mètres d'eau recouvrir tout sur son passage. 1 an après, le chemin et les garages sont à nouveau visibles. Mais personne n'a oublié l'effroyable bilan des inondations et les dizaines de milliers de sinistrés. À Liège, juillet 2021 a aussi été une période noire. Dans ce quartier d'Angleur, le calme est revenu. Mais à l'époque, certains riverains ont dû être sauvés avec les moyens du bord. Comme cet homme qui souffre d'un handicap. Il était coincé chez lui. Oh là là, ça ira ? Ouais, ça va. Je sais pas nager, c'est con. Ouais. La prochaine fois, j'investis dans des palmes. Si aujourd'hui, en regardant les murs depuis la rue, la catastrophe n'est plus visible, les habitants gardent en tête ces moments entre détresse et entraide. Parfois, en pleine nuit, le déluge a tout emporté, comme ici dans le village de Méry, où à la lumière du jour, les voitures ont été retrouvées des dizaines de mètres plus bas. Le chaos qui a évidemment aussi marqué à jamais le cœur de Pepinster. Ici, la rue Neuve, avant, après. Ici, la rue Pierre-Piqueret. Partout au centre-ville, l'eau s'est imposée. Impossible d'oublier. Dans toutes les régions sinistrées, on veut aujourd'hui se relever. On veut aujourd'hui voir l'avenir avec un peu de sérénité. Aller de l'avant, cela reste malgré tout difficile, surtout pour celles et ceux qui ont perdu un proche. Les inondations ont fait 39 morts en Belgique. Et pour les familles endeuillées, la douleur est très vive. Elle se pose encore beaucoup de questions et la plupart restent sans réponse. Anne-Catherine Croufer et Benjamin Vorporten ont justement rencontré l'une de ces familles. Qu'est-ce qui nous aurait dit qu'un jour on allait faire ça, hein? Mon Dieu. Pauvre Alain. Derrière les lunettes, des larmes. Évoquer la disparition de leur frère est difficile. Alain est décédé le 15 juillet dernier. Son corps a été retrouvé près d'ici. La famille lui a construit cette stèle, une croix, à la mémoire d'un frère qu'elles n'oublieront jamais. On se lève, on pense à lui, on se couche, on pense à lui. C'était mon grand frère, de 12 ans, mon aîné, donc c'était, voilà, c'était, je ne vais pas dire comme un papa, mais voilà, c'est atroce. Leur frère est donc l'une des 39 victimes des inondations. Une disparition soudaine, difficile à supporter. C'est vrai que les personnes ont perdu leur maison, c'est vrai que je crois que c'est pire de perdre quelqu'un, je pense. Je pense vraiment que c'est pire. Je
pense. Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de mots, mais je pense que c'est très dur. Et voilà, les maisons, comme la tienne, François, ça va se reconstruire. Oui, et ils auront une... Mais voilà, nous et ses enfants, on a perdu un frère, on a perdu un fils, on a perdu un tonton, ils ont perdu un papa. Non, c'est compliqué. Compliqué aussi à cause des circonstances du décès. Un sauvetage qui tourne mal au cœur de Pepinster. C'est ici que le drame s'est passé, le 15 juillet. Voilà, on est venu les chercher, on est venu les sauver à 11h midi avec un Zodiac. Et ils devaient aller jusqu'au Deleuze. Et puis, voilà, le drame s'est vraiment passé. Il y a une crasse qui s'est mise dans le moteur, dans l'hélice. Le Zodiac est alors emporté par ce torrent. Il se retourne un peu plus loin, ici, sous les yeux des pompiers qui partent à leur secours. Les 5 plongeurs survivront, sauvés par leur expertise et leur équipement. Ces deux-ci seront même secourus après 5 heures passées sur cette carcasse de voiture. Alain et sa compagne Evelyne, eux, n'auront pas cette chance. Pour la famille, c'est difficile. D'ailleurs, elle n'est encore jamais revenue chez Alain. J'aimerais bien savoir s'ils ont encore ces muguets, tu vois, il avait plein de muguets. Ah là 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 là. Son nom est toujours sur la porte, son courrier l'attend. La famille ne peut tourner la page, tant les questions sont nombreuses. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On est dans une souffrance depuis un an. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage, il n'y avait pas de protection à l'hélice. Oui, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. La famille a contacté les pompiers, les autorités, en vain. Seules 2 assistantes sociales ont pu les aider un peu, mais les questions restent sans réponse. Alors, pour avancer, les enfants d'Alain vont en justice. Ils portent plainte contre X. Ils sont soutenus dans leur démarche par la famille, qui n'en veut à personne. Moi, je n'en veux pas aux pompiers, ces pauvres pompiers aussi qui ont essayé de faire leur boulot convenablement et malheureusement, c'est un échec pour eux. Mais je pense qu'ils n'avaient pas du tout les outils, les moyens pour le faire. Vendredi, cela fera 1 an qu'Alain est parti. 1 an que la vie de cette famille et celle des proches des 38 autres victimes a basculé. 1 an que ces familles tentent de se reconstruire, de vivre différemment et d'aller de l'avant. Et elle aussi a perdu un proche lors de ces inondations. C'est Christiane Sluz-Matonnet. Elle vit dans cette rue ici à Pepinster depuis 60 ans. Madame Matonnet, vous avez perdu votre maman. On vient d'entendre une famille très en colère après le décès d'un proche. Est-ce que vous avez le même sentiment aujourd'hui de la colère qui domine ? Oh oui, beaucoup de colère. Parce que ce n'est pas logique, on ne nous a pas prévenus, pas de beaux vieux mégaphones pour nous dire de sortir et rien. Voilà, je pourrais dire, dans le fond de moi, c'est un homicide involontaire. Mais non, je suis vraiment fâchée, et sur bien d'autres choses. Quand M. Dirupo est venu il y a un certain temps, et qui nous a répondu que dans 18 mois, tout serait fait, on allait tout avoir, les assurances, on ne perdrait rien. C'est un menteur, 25% qu'on perd. Et ma maman, là au-dessus, dans 18 mois, elle va redescendre? Non, il me prend pour une sotte, c'est pas plus difficile que ça. Monsieur Dirupo sera tout à l'heure avec nous, on pourra lui faire part de cette colère, aussi un sentiment d'abandon. Alors, si je vous entends, au moment des faits, c'est ce que vous avez ressenti? Bien sûr, très gros abandon, où je suis consciente qu'on ne pouvait pas aller partout, mais est-ce qu'on était censé que la vague allait s'arrêter à Dolay? Non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à prévenir les gens de la vallée? Parce qu'on était tous sur la vallée et on a tous la même chose. Ce n'est pas possible. Ils savaient que c'était une grosse inondation comme ça qui allait venir. On n'a pas été prévenus. Et surtout, vous êtes aussi surprise, vous nous l'avez dit quand on vous a raconté, par le nombre de décès ici même à Pepinster. Ici même, ça nous fait 7 décès là-bas, où est ma maman? J'ai demandé tantôt à monsieur le bourgmestre, pourquoi chez nous? Il m'a répondu, il ne sait pas. Pour vous, c'est la preuve d'un dysfonctionnement, que quelque chose n'a pas bien fonctionné ce jour-là, d'avoir autant de décès ici dans un petit quartier? Oui. Pourquoi rien qu'à Pepinster, autant de décès? Pourquoi? Parce qu'il y en a ailleurs. Mais pourquoi juste chez nous autant? Moi, on a l'impression que nos maisons étaient sur une île et que ça s'est emporté sans crier gare. Non. Et c'est normal qu'on est en colère parce qu'on vous promet des choses et on sait très bien qu'il ne va pas les tenir. Alors en plus de ça, il nous fait croire que c'est pas lui. Et c'est beau, là, c'est beau.
Non. Merci beaucoup, Madame Matonnet. Je vous le disais, donc, de la colère, on en entend beaucoup parler. On nous parle aussi beaucoup de lenteur ici dans les communes sinistrées. La lenteur des dossiers d'assurance, il y en a 65 000 à traiter, 90% sont en cours, c'est vrai. Mais certaines personnes commencent tout simplement à perdre patience, à l'image de Marie-France Muller. Cette mère célibataire ne voit pas le bout du tunnel. Anne-Catherine Crouffer l'a suivie ces derniers mois dans son quotidien. Regardez. Nous sommes en avril. Dans les petits mots, là, donc à chaque fois, on mettra reconstruction et sur l'autre aile, on mettra des petits mots un peu positifs. Tu as quoi comme idée, toi, Leïla? Espoir. Oui, toi, Yacine? Ou sourire. Marie-France Muller et ses 2 enfants, Leïla et Yacine, sont dans la pièce de vie. C'est comme cela depuis des mois. En hiver, ils ont d'ailleurs eu très froid, car l'air passe au travers des vieux châssis. Donc voilà où en sont mes châssis pour le moment. Donc on est toujours un peu au même stade. Oui, on a dû mettre ça parce que le volet ne tient plus. Donc cette fenêtre, je peux encore un peu la basculer, mais je ne peux pas l'ouvrir. Et en fait, il y a tout qui bouge. Pour sécher la maison et se chauffer, Marie-France a donc dû surconsommer en énergie. La situation devient vraiment dramatique. Je dois repayer 640,19 €. J'ai demandé un fractionnement parce que je suis incapable de payer cette somme. Oui, le gaz, voilà, donc le décompte. Et je passe de 49 €, donc mon ancien acompte mensuel, à 344 € nouvel acompte. Ça va aller? Ben non, ça va pas aller, mais bon. Je vois rien qu'avance et je ne vois que des frais supplémentaires, tout le temps. Dur. Dur, oui. Mais on tient le coup, il faut. J'avance au jour le jour et lentement mais sûrement. On ne sait plus se projeter à l'heure actuelle. Impossible de se projeter. C'est vraiment chaque jour et voilà. On essaye de pallier à chaque étape et de voir et d'avancer lentement mais sûrement. Et Leïla, quand tu vois ta maman comme ça? Ça me fait de la peine. Ça va aller. On va vers du mieux normalement. Normalement. Tu vas le tenir comment? Comme ça? Ouais, comme toi. Et on la remet dans l'autre sens, une fois qu'on est passé? Ok. L'entrepreneur arrive dans 2 jours. C'est la panique à bord, il n'y a pas le choix. Il faut vider la maison. Direction le box de stockage. C'est un couple de Bruxelles qui offre la location. Mais là, tu vas être trop loin, chou, arrête-toi. Sinon, on ne saura pas ouvrir. C'est celui-là, le nôtre. Oui, c'est le dernier. Oui, tiens. Tu gardes les clés, chouchou. Et viens tenir, on va mettre d'abord le grand, là. On va rechanger. Dans sa maison, les travaux commencent. C'est une bonne nouvelle, mais elle est de courte durée. Plus le chantier avance, plus on découvre les surprises. Marie-France n'a plus de logement pour elle et ses enfants. Alors, ce sont des amis qui les accueillent. On essaye d'être discret quand même si c'est des amis. Enfin, voilà, on n'est quand même pas chez nous. Est-ce que tu penses que tu vas rester longtemps ici avant de retrouver ta maison? J'en sais trop rien, mais je crois que oui. Les travaux avancent bien, mais manifestement, Marie-France porte la poisse. Les châssis sont pas de la bonne couleur. Je pense que le commercial n'a pas fait le dernier message au patron. Donc, ils sont recommandés en urgence. Mais on ne saurait rien faire de toute façon, donc nous allons encore patienter. Une course contre le temps. Les ouvriers sont 2 fois plus nombreux, mais fin juin, le couperet tombe. Il faudra le temps, la cuisine est commandée, on devrait la recevoir aussi, il faut encore carreler les sols. Pour moi, le mois de septembre, peut-être, ou un peu avant, si on a de la chance. La chance, elle n'y croit plus. Elle s'imaginait vraiment rentrer plus tôt dans sa maison. Alors, elle s'accroche au petit moment de bonheur. Et Marie-France Muller est avec nous ce soir avec ses enfants, Yacine et Leïla. Marie-France, quand on entend tout ce qui vous arrive, le sort qui s'acharne, comment vous faites pour garder le moral, garder le sourire et aller de l'avant avec vos enfants? On n'a pas le choix, donc voilà, faut avancer, il faut se dire que la vie continue et il faut profiter de chaque petit moment bonheur, comme je dis, qui s'offre à nous. Parce que sinon, on croule et voilà, on va vers le bas. Donc il faut... Je vais vous reposer la question, Marie-France, parce qu'on ne vous entendait pas avec ce micro. Pardon. Donc comment vous faites pour garder le sourire, garder le moral depuis 1 an? Parce que c'est long et le sort s'acharne, on l'a vu dans le reportage.
Il faut avancer, on n'a pas le choix. Donc il faut se dire que voilà, la vie continue, il faut profiter de chaque petit moment, comme je dis, bonheur, qui s'offre à nous. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter à certaines choses, il faut garder le moral, positiver, et la vie continue. Et vous, les enfants, Yacine, Leïla, comment ça se passe? Vous êtes là aussi pour essayer d'aider maman? Oui, un petit peu. On avance et voilà, on fait avec. Voilà, ils ont un peu opté pour votre philosophie, Marie-France. Un mot aussi sur ces fameux châssis, on l'a vu dans le reportage, quelle saga. Vous savez enfin quand on vous les installera à la maison? Normalement fin octobre, donc ils arriveront si tout va bien, parce que je n'ose plus donner vraiment de date, fin octobre. Ça fait un peu tard, ça, avec l'approche de l'hiver? Très très tard, oui, et surtout qu'au niveau isolation et du coup tout ça, il y a rien qui est vraiment sécurisé au niveau de la maison, mais pas le choix. J'ai encore une chose à vous demander, Marie-France. On entend jusqu'ici beaucoup de colère aujourd'hui, 1 an après. Est-ce que de votre côté aussi, c'est le sentiment qui domine? Vous en voulez aussi finalement à quelqu'un? En vouloir à quelqu'un, je pense que j'ai passé ce cap. Moi, la rage, la colère, je l'ai eu il y a un moment. Certains jours, je l'ai peut-être encore. Mais moi, pour le moment, c'est plus un sentiment de tristesse face à tout ce qu'on voit, à tout ce qui n'est, je vais dire, pas encore reconstruit, rétabli. Les gens qui sont toujours dans l'attente, les gens qui galèrent tout le temps. Enfin, voilà, c'est plus ça. De la tristesse. Et moi, mon but, c'est justement d'essayer de donner un peu de positif à ces gens dès que j'ai l'occasion. Enfin, voilà, il faut donner de sa personne, donner de l'humain. Je pense que pour le moment, il faut donner de l'humain, il faut donner quelque chose de positif. Oui, 1 an après, c'est vrai que c'est important. Merci en tout cas, Marie-France. Merci aux enfants d'être venus. Et Marie-France, c'est vrai que dans le reportage, on a vu votre maison, elle est complètement endommagée. 50 000 habitations ont été détériorées avec les inondations. Il a fallu prendre des arrêtés de démolition dans certains cas. Ça veut dire que des familles ont dû trouver un autre logement. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs situations. Il y a ceux qui ont voulu rester dans le même quartier, d'autres qui ont voulu partir. Regardez ces rencontres avec Anne-Catherine Crouffer, Dominique Van de Capelle et Paromita Ouidar. J'avais pas envie de partir d'ici. Ma vie, je la voyais ici, on a construit tellement de choses. Notre dernier est né dans cette maison. Donc, voilà, cette maison, ça signifie une grosse page qui se tourne. Et ça ne faisait pas partie de mes projets. Madeleine, ici en rose, avec son mari et ses 3 enfants, sont restés 11 heures sur le toit. Pendant 11 mois, ils passent d'un hôtel à un appartement, à une maison. Avec l'argent de l'assurance, ils rachètent des meubles et c'est seulement au mois de juin qu'ils deviennent enfin propriétaires d'une nouvelle maison. Attends, je regarde ici. Ouais, là, ça va aller. Je n'ai qu'un sommier ici, c'est normal? Oui, ça, il faut qu'on regarde après le deuxième sommier parce que je ne sais plus lequel c'était. C'est identique. Donc là, moi ici, j'ai tous les... Ça va aller, ça. Comme si la mémoire s'était effacée, leur nouvelle maison est à nouveau au centre de Pepinster, à 100 mètres de la Hogne, une autre rivière. C'est bon? Les enfants, ils ont toutes leurs attaches ici. Ils ont tous leurs copains, leurs camarades qui sont dans le quartier ici. Et moi, ça fait 30 ans que je vis à Pepinster, donc j'ai pas envie de quitter mon attache non plus. Quelques semaines plus tard, on retrouve Madeleine dans sa maison aménagée. Tout est différent, la disposition des pièces, la hauteur des plafonds, l'acoustique, les odeurs. C'est des petites choses, mais ça fait qu'il faut encore le temps. La vallée de la Vesdre. Eric et Delphine ne veulent plus en entendre parler. Ils habitaient ici, 3 mètres d'eau, la route se transforme en torrent, ils nouent des draps et passent de l'autre côté de la route. Ils ont frôlé la mort. C'est tout ce qui reste, ouais. 15 ans d'une vie partie dans des gravats. Sur si peu de temps. Sur si peu de temps, voilà, sur une nuit. Habiter à nouveau près d'une rivière, c'est possible? Impossible. Impossible, ce bruit. Rien que le bruit là maintenant, alors qu'elle est super basse. C'est sur les hauteurs à Lambermont qu'ils ont acheté une maison il y a maintenant 4 mois. Ils s'y plaisent bien, mais tous les jours, quelque chose leur rappelle la tragédie. On m'offre une bouteille de vin, je dois aller chercher un tire-bouchon pour pouvoir ouvrir la bouteille de vin. C'est toutes des petites choses comme ça où on se rend compte au fur et à mesure où on avance
qu'on a vraiment tout perdu. Entre chagrin et joie, il reste encore un long chemin à parcourir. Le parcours a aussi été semé d'embûches pour les commerçants du jour au lendemain. Ils ont dû arrêter leur activité, en tout cas dans les communes les plus touchées. Aujourd'hui, certains voient enfin le bout du tunnel, comme cette fleuriste située à Pepinster. Nous entrons dans la boutique de Séverine Pity qui est en train de préparer un joli bouquet. Alors Séverine, bonjour, il y a quelques jours seulement que vous avez réintroduit votre magasin. Oui, en effet, ça ne fait pas encore une semaine qu'on est ici. Entre-temps, on a travaillé dans des pavillons juste en face, dans des conteneurs, pendant 1 an. Et comment vous avez tenu le coup? Grâce aux clients, grâce à mon entourage et mon optimisme un petit peu quand même. Mais on est fort soutenus. On est très très soutenus, on est très bien entourés. C'est ça qui nous fait avancer. Ouais. Cette nouvelle boutique, finalement, c'est comme un nouveau départ. Pour vous, vous le prenez comme ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, ça fait du bien de recommencer. Oui. Et ça fait plaisir de voir votre sourire. Par contre, chez votre voisin, le voisin de Séverine, lui, est opticien. Et vous allez le voir, on va passer devant sa boutique. Il n'est pas encore tout à fait prêt de réintégrer son magasin. C'est encore en plein travaux. Nous allons le voir. Regardez ici, à l'intérieur, pas d'opticien. Mais il est là. Comment ça se fait, monsieur Affler, que vous n'êtes pas encore dans votre boutique, contrairement à votre voisine? Je crois que c'est un problème d'assurance et surtout d'hommes de métier. On n'a pas de bras. C'est compliqué de trouver pour... Les différents entrepreneurs n'ont pas de personnel. Donc du coup, vous, ça veut dire que vous êtes toujours dans ce conteneur-là en face? Bien au chaud. Et même un peu trop chaud, malgré un système d'air conditionné. Ça vous empêche de travailler, là? Oui, je travaille. J'ai une machine qui refuse de travailler au-dessus de 25 degrés. C'est un peu embêtant. Comment vous faites pour tenir là le coup toujours 1 an après vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je n'ai pas d'autre possibilité. Hein. Et je ne suis pas en plainte par rapport à certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, je repars à Tilf faire mes montages. J'ai quand même un certain âge, ça commence à être fatigant. Vous avez dû complètement vous adapter. On le voit ici à Pepinster, comme dans les autres communes sinistrées, bien la vie reprend petit à petit. C'est le cas aussi, par exemple, dans la commune d'Anzival, où certains commerçants voient le bout du tunnel. C'est là que nous emmène tout de suite Anne-Catherine Croufert. C'est près de Verviers. C'était 42 commerces animaient la place et les rues adjacentes. Ils ont tous été inondés, fermés, pendant de longs mois. L'un des premiers à se relever, c'est lui. Il a rouvert son restaurant le 20 janvier dernier. De l'eau plate. On n'a eu que ça. On n'a eu que ça de l'eau plate. On en a eu beaucoup. Il n'a pas oublié les inondations, loin de là. Mais M. Boulette en a tiré profit. Son restaurant est complet presque tous les jours. On a pu repartir d'une page blanche pour remeubler tout. On a pu agrandir le restaurant de ce fait-là et qui prend une extension. Maintenant, il y a beaucoup de restaurants aussi fermés dans la région, donc c'est un peu ça qui profite aussi. D'autres ont eu moins de chance. Victoire Duquers est gérante d'une sandwicherie. Elle a loué un conteneur pour poursuivre son activité. Je me retrouve avec un tiers de l'espace que j'avais avant les inondations, puis pas d'eau courante pour le moment. Je dépends de l'électricité de mes voisins. Les autres, c'est à gauche, à droite, dans des conteneurs? Dans des conteneurs, il y en a qui ont carrément arrêté leurs activités. C'est le cas de la boulangerie située sur la place. Elle était connue et reconnue pour sa tartourie. Chantal n'aime plus y revenir. Pour nous, elle ouvre les portes. C'était très dur moment des fêtes. Je m'imaginais dans mon magasin avec mes gâteaux, mes bûches de Noël. Ce qui est très dur aussi, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à nos clients. Donc du jour au lendemain, voilà, une coupure nette comme ça, pour moi, émotionnellement, c'est dur parce que nous, on s'imaginait le jour où on allait arrêter, voilà, faire un petit quelque chose avec nos clients, leur offrir un verre. Chantal et son mari ont retrouvé du boulot chez un traiteur de la région. Ils espèrent que leur boulangerie aura bientôt une nouvelle vie. Le petit jeune boulanger qui est motivé, qui veut se lancer là-dedans, ici, ce village-ci n'attend que ça. Une bonne petite boulangerie qui réouvrirait, ce serait sympa. Ça redonnerait de la vie au quartier en même temps.
Alors c'est l'ouverture aujourd'hui? Eh oui, enfin. Après 10 mois dans son container, nous retrouvons notre gérante dans sa toute nouvelle sandwicherie. Ça commence à bien marcher là. Oui, oui, je pense que les gens attendaient aussi un petit peu que les commerces réouvrent dans un lieu plus sympathique que le container. Chacun réintègre un peu ses lieux et je crois que ça fait du bien même aux habitants, quoi. Je veux dire, voilà. C'est bien de voir que les commerces réouvrent, c'est agréable. On montre qu'on avance et les gens vont se sentir de mieux en mieux. Un peu partout, des stigmates restent visibles. Le pont, qui n'est toujours pas réparé, coupe la ville en deux. Mais la reconstruction est en bonne voie. Et c'est toute la vie des communes qui s'est arrêtée en quelque sorte avec ces inondations. Les services administratifs ont été paralysés. Et on va parler avec vous, Monsieur Philippe Godin. Vous êtes le bourgmestre de Peupainster et vous nous accueillez dans un endroit particulier. C'est pas la commune, c'est pas votre commune. Non, tout à fait. Ici, ce sont les ateliers communaux. Il faut savoir que seuls 2 services étaient rassemblés ici avant les inondations et nous avons dû rapatrier l'ensemble des services, en ce compris le CPS, dans les locaux ici que vous découvrez. Parce que vos locaux ont aussi été inondés, donc. Tout à fait. L'administration a été totalement dévastée. Nous avons perdu toutes les archives, toute l'informatique, tout le matériel. Et donc, nous avons été dans l'obligation de trouver des solutions. Nous avons été, je le disais, dans d'autres communes, le temps de s'organiser. Et maintenant, voilà, nous sommes disponibles pour les citoyens. C'est pas, ceci dit, complètement adapté. Il a fallu sans doute se serrer un peu pour rassembler tout le monde ici. Tout à fait. Ici, normalement, 5 à 6 personnes travaillent d'habitude. Et vous voyez qu'il y a une douzaine et par moment 15 personnes. Et il a fallu trouver l'équilibre entre les équipes. J'imagine qu'il a aussi fallu trouver des solutions pour les réunions, parce que c'est ça aussi, la vie communale, collèges communaux, collèges provinciaux. Des ministres aussi sont peut-être venus au plus fort de la crise dans vos bâtiments. Tout à fait. C'était le seul bâtiment disponible. Et la seule salle disponible, c'est la salle que nous allons découvrir maintenant. Se sont passées là toutes les réunions, que ce soit collège communal, que ce soit évidemment les différentes réunions avec tous les ministres qui sont venus pour discuter des problèmes que nous rencontrons. Et je dirais les rencontres des citoyens. Ici, c'était finalement le centre nerveux de la commune. Et votre personnel, comment il s'est adapté? Comment il a réagi à tous ces changements soudains? Parce que c'était aussi les sortir de leurs habitudes, finalement. Tout à fait. Ce n'est pas facile pour eux, puisqu'ils ont dû apprendre à vivre ensemble dans des endroits particulièrement exigu. Et il faut savoir que nous avons passé l'hiver ici dans ce bâtiment avec tous les services du CPS. Il y avait une quinzaine de personnes, par moment 20 personnes qui étaient réparties ici. Et donc c'était évidemment particulièrement difficile. Cependant, le point positif, c'est que ça nous a permis de nous rassembler et de former une équipe soudée. Oui. Et je peux vous dire que c'est vraiment un des éléments positifs de cette promiscuité que nous avons eue, c'est qu'on a appris à se connaître et à s'apprécier. Ouais, j'imagine que ça, c'était précieux aussi parce qu'il y avait les difficultés ici de la gestion quotidienne et puis il y a aussi eu toute la colère des riverains à contenir. Comment on gère ce mélange de sentiments au final? Mais moi, je comprends bien le sentiment des citoyens. Ils ont l'impression que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Cependant, moi, je tiens à le dire et à le répéter, avec l'appui que nous avons eu du gouvernement wallon, on ne pouvait pas aller plus vite. Les travaux qui ont été réalisés l'ont été dans les délais les plus courts possibles, mais je comprends l'impatience et je comprends, je dirais, le ressenti des citoyens. Monsieur Godin, un petit mot aussi sur l'avenir. Ici à l'extérieur, on voit encore des containers. Vous irez à un moment donné dans un nouveau bâtiment. Il faudra trouver une solution intermédiaire encore. Tout à fait. Nous ne pouvons pas évidemment rester dans ces containers qui ne sont pas isolés. Et nous allons temporairement acquérir un bâtiment, le temps de déménager dans un autre bâtiment que la communauté française nous a recédé directement après les inondations. Et je tiens à dire que tant le gouvernement wallon que de la communauté française ont été particulièrement actifs et réceptifs à nos demandes. Merci beaucoup, Monsieur Godin. On parle de bâtiments. C'est important aussi d'aborder justement la question de la reconstruction, la question de l'immobilier. Ces dossiers génèrent énormément de tensions avec l'administration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des demandes de permis d'urbanisme sont recalées. Et c'est Daniel Welter qui va nous expliquer pourquoi. Le long de la Vesdre à Goé, dans la commune de Limbourg, le trésorier de la salle des fêtes n'en peut plus de voir son local fermé. On n'est pas content parce qu'on est dans le flou, on ne sait rien. On ne nous dit pas
oui, vous pourrez reprendre l'exploitation, ou bien non, on va tout raser. L'eau est montée ici jusqu'à 1,40 m, tout a été saccagé. Les bénévoles sont prêts à rouvrir. Il ne manque plus que le feu vert de la région wallonne. On a affaire à des gens qui sont assis là, derrière des bureaux, qui consultent des chiffres et des statistiques et qui prennent des décisions ou qui sont en train de prendre des décisions sur base de ces statistiques-là, sans consulter la réalité sociale du terrain. Parce que ici, c'est toute la vie sociale du village qui est à l'arrêt. À Limbourg, depuis les inondations, 30% des habitations sont toujours inhabitées. Et la région wallonne a suspendu les permis en zone inondable. Un cauchemar pour cette accueillante d'enfants qui paie déjà les intérêts de son emprunt pour des travaux qui n'ont pas commencé. Ça va faire 1 an et on n'est nulle part. On aimerait quand même un peu de soutien, de suivi. Quand on sonne à la région wallonne, ils ne savent même pas clairement nous dire « oui, si vous faites ça, ça ira ». Non, ils ne savent même pas nous confirmer. Donc ici, on lance un projet, mais sans avoir la certitude que ça fonctionnera. Certains ont préféré laisser tomber. En 1 an, Limbourg, qui comptait 5800 habitants, en a perdu 200. Pour les élus, ces permis sont un véritable casse-tête. Le temps administratif, le temps des experts est trop lent par rapport au temps du citoyen et nous on est coincés entre les deux. Donc moi je comprends tout à fait le citoyen qui aujourd'hui en a marre et décide de quitter la vallée parce qu'il n'a pas de réponse à ses questions. Même désarroi dans cette école de l'enseignement spécialisé. Les classes ne sont toujours pas rénovées, mais le comble pour le directeur, c'est encore et toujours les permis refusés, comme celui d'une serre chauffante, indispensable pour la formation en horticulture. Cette formation, sans cette serre, chauffée notamment, on ne sait pas, parce que c'est une culture de plantes qui doit s'effectuer. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves? Est-ce qu'on pourra les accueillir? Est-ce qu'on leur demande d'aller ailleurs, suivre leur formation ailleurs? Ce n'est pas une solution, parce que l'enseignement spécialisé, ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Le problème, c'est que la région attend toujours le résultat d'études d'experts pour envisager la meilleure façon de reconstruire. Il est fort important de comprendre que d'ici 2050, d'après les climatologues, on va revivre 1 fois ou 2 le même phénomène pluvieux. Donc il va falloir s'y faire et d'où toute l'idée de la région wallonne de prendre le temps de bien penser les choses pour ne pas que dans 5 ans, on revive exactement la même situation. Des zones tampons anti-crues doivent encore être créées. En attendant, les riverains devront prendre leur mal en patience. Et nous le comprenons, la reconstruction est un enjeu essentiel. Des choix importants devront être posés par les autorités politiques. Et nous allons l'évoquer avec le ministre-président wallon. Bonsoir, Elio-Di Rupo. Bonsoir. Tout d'abord, je dois vous parler de cette colère qu'on entend de la part de certains sinistrés depuis le début de l'émission. Ils disent qu'on leur a promis des choses, promesses non tenues. Je leur ai promis de vous passer le message. Comment vous réagissez par rapport à cela? D'abord, je comprends. Je comprends qu'un certain nombre de nos concitoyens qui ont connu les inondations, peut-être ont-ils perdu même un membre de leur famille, soient en colère. Et nous essayons de faire le maximum pour justement apporter une assistance. Mais nous sommes tenus nous-mêmes par des procédures, et je l'ai déjà dit, qui sont trop lourdes, trop longues et qui ne correspondent pas aux besoins urgents dont les gens voudraient que ce soit tout de suite. Mais comment leur répondre alors justement? En leur disant que une fois que la catastrophe est passée, nous continuons à travailler et même si ça prend un peu de temps, jusqu'à la dernière victime sinistrée, on essaiera d'aider. Nous ferons le maximum. Depuis le début, voici 1 an, nous n'avons pas arrêté. Nous continuerons jusqu'à ce qu'on puisse réparer au maximum. Mais il y a du temps. Il y a des choses qu'on ne sait pas réparer. D'abord, si on perd un être cher, c'est le drame absolu. Et ça, je le comprends parfaitement. 2, par exemple, les maisons qui ont été inondées, pour qu'elles soient asséchées, il faut plus d'1 an. La semaine passée, j'étais justement dans les différentes communes de la vallée de la Vestre. J'ai vu des familles qui se sont reconstruites, qui ont relancé des commerces. D'autres se retrouvent encore dans des difficultés avec des endroits qui sont encore humides. Mais vous voyez, tout ça demande du temps. Et aussi beaucoup d'argent, monsieur Di Rupo. Oui, 5 milliards d'euros pour les dégâts. On en a déjà dépensé 2 milliards. Comment on va trouver tout ce qu'il reste? On a dépensé pour le moment presque 3 milliards, 2 milliards 8. C'est finalement de l'emprunt, c'est la dette de la région wallonne qui s'allonge. Mais je dirais
pour moi, cet élément-là est important, mais le plus important, c'est de répondre à toutes les sollicitations. Mais il y a environ 100 000 sinistrés. Comment voulez-vous qu'on puisse répondre à chaque personne sinistrée? On travaille avec les bourgmestres et je voudrais les saluer, femmes et hommes, qui ont fait un travail extraordinaire, notamment à Pépinster, à Limbourg, à Troyes, à Chaudfontaine, et j'en passe. Et donc, nous travaillons essentiellement avec eux parce que ce sont les bourgmestres qui connaissent le mieux leur population, les villages, les quartiers. Mais, bien entendu, pour que les bourgmestres puissent faire quelque chose, il faut leur donner des moyens. Nous avons mis quelques 80 millions à disposition des communes et on est prêt à faire des efforts additionnels pour... Oui, et en plus, Monsieur Di Rupo, il va falloir préparer l'avenir. On entendait dans le reportage des épisodes climatiques extrêmes qui vont se reproduire. Il faut anticiper aussi au niveau de la construction, par exemple. C'est ce que nous faisons pour le moment. Une première étude a été réalisée par la section wallonne du GIEC. Il y a tout un travail avec des experts pour que demain on construise et on reconstruise autrement. Si on doit construire en bordure du cours d'eau, on ne peut pas construire comme hier. Peut-être faut-il construire, plus loin, en tenant compte aussi des capacités financières, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se trouvent le long des cours d'eau et qui sont des familles avec peu de moyens financiers. Donc tout ça, pour le moment, est en œuvre, mais encore une fois, on ne sait pas en quelques semaines résoudre la question. Mais c'est notre préoccupation, entre autres la préoccupation du moment. J'ai une dernière question, Monsieur Di Rupo. Si une catastrophe comme celle-là, croisons les doigts que ça ne se reproduise pas, devait arriver demain, après-demain, à l'issue d'une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu, des enseignements qu'on en a tirés, est-ce qu'on est mieux préparé? Alors on est mieux préparé, mais je répéterai encore une fois, nous sommes en train de travailler sur les berges, nous devons colmater, tenez-vous bien, 1000 lieux, d'abord faire des berges qui sont des berges d'urgence, et puis il faut que l'on construise, rien que sur la Vestre, sur plus de 800 km Vestre et les affluents, des berges résilientes, des berges d'un nouveau type. Tout ça, on est en train de le faire. Et c'est vrai que j'espère du fond du cœur que ça ne se répétera pas ici et demain, mais nous devons prévoir l'avenir et il faut tenir compte de ce dérèglement climatique. C'est ce que nous faisons pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Di Rupo, d'avoir répondu à nos questions. Alors, depuis cette édition spéciale, depuis le début de cette édition spéciale, on a beaucoup parlé de la province de Liège, mais les inondations, elles ont fait aussi de gros dégâts dans d'autres provinces, celles de Hainaut, de Namur aussi. Nous allons rejoindre à présent en direct Daniel Welter, qui est à Rochefort, à Jemelle très exactement, où là aussi il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, une centaine de personnes doivent toujours être relogées. Ici, dans la commune de Rochefort, il faut savoir que 1450 ménages ont été concernés, ont été touchés par les inondations. C'est pas rien, c'est carrément un quart de la population. Et ici, vous l'avez dit, je me trouve plus précisément dans le centre de Jemelle, particulièrement concerné. Juste derrière moi, c'est le petit pont du kiosque. Il est toujours impraticable. C'est là où la Ouam se jette dans l'Homme. Il y avait ici jusqu'à 40 cm d'eau et juste un peu en contrebas, là où il y a des maisons, il y avait 1,40 m. Il y a encore énormément de dégâts, énormément de maisons, d'annexes à reconstruire. En fait, 400 maisons doivent encore être rénovées aujourd'hui. Et c'est dire si le temps est très long pour les sinistrés que nous avons rencontrés, même ceux qui aujourd'hui peuvent être relogés dans des logements modulaires, tout neufs. Mais l'une d'entre elles nous confiait, c'est pas la même chose. Moi, tout ce que je demande, c'est de pouvoir rentrer chez moi un an après. S'il vous plaît, nous disait-elle, lancez ce message. Alors aujourd'hui, dans la région, la sécheresse menace. Le bourgmestre a donc demandé aux habitants de faire des économies d'eau, un comble pour toutes ces personnes, tous ces sinistrés qui, un an plus tard, souffrent toujours de tous ces terribles dégâts des eaux. Merci beaucoup Daniel Welter. On le voit depuis le début de cette émission, encore beaucoup de galères, beaucoup de tristesse, mais il y a aussi des petites histoires qui redonnent le sourire. On avait envie de donner la parole ce soir à Catherine Renier. Elle a 76 ans et son chalet était complètement inondé le 15 juillet dernier, chalet qu'elle ne voulait pas quitter. Alors elle a tenu bon, elle a traversé pas mal d'épreuves, c'est vrai, mais elle est de retour chez elle et c'est Anne-Catherine Croufer qui est allée à sa rencontre. C'est une femme apprêtée, coiffée, maquillée que l'on rencontre. Je suis heureuse. Oui. Enfin, un bon lit pour pouvoir dormir. Son petit-fils lui colle au basket.
Noisette semble avoir vite repris ses habitudes d'avant. Les meubles, ce sont ceux d'un ami qui lui a donné. Tout est rangé, décoré. Une autre vie commence après 344 jours de longue attente. C'est plus le même sourire. Ici, ça vient de plus loin. Mais voilà. Ça fait du bien. Car il y a 3 mois, on est venu la voir. C'était une toute autre femme que l'on avait rencontrée. Elle vivait dans sa caravane, les conditions de vie étaient difficiles. Voilà mon domaine. C'est petit. Oui, j'ai pas beaucoup pour marcher, mais voilà, c'est tout. Alors, l'eau, elle est où? Là-bas dans le garage. Pour vous laver? Oui, oui. De l'eau bien froide. Je me lave dans un bassin dans la caravane. Et je fais chauffer mon eau toujours dans ma bouilloire électrique. Depuis 9 mois? Depuis 9 mois, oui. Catherine allait être étirée, les cheveux en bataille. Ce jour-là, elle en a vraiment ras-le-bol. Oui, il y a une évolution, on avance, mais je lui ai dit que c'est pas assez vite pour moi. L'entrepreneur fait de son mieux. Il isole le chalet, il remplace les châssis, il aménage la cuisine. Ça fait pour. Quand tu auras du poids dedans, ça sert. Elle tourne autour de lui, elle le colle à la culotte. Dans combien de temps vous espérez rentrer ici? Disons pour le mois de juin, à la fin de l'année scolaire. Fin juin? Allez, on va dire fin juin, oui, je crois jusque-là. Aujourd'hui, Catherine Renier est transformée. Elle a enfin retrouvé son petit coin de paradis. Voilà, certains ont retrouvé le sourire, d'autres pas encore. Les situations sont contrastées en un an de temps. Mais par contre, il y a un élément qui revient dans l'actualité. C'est le dérèglement climatique, avec cette fois un épisode de vague de chaleur. Et ces épisodes extrêmes, ils vont se reproduire de plus en plus dans les années à venir. Reportage de Valentin Boisgelot. Des chaleurs extrêmes cet été, des images qui contrastent très fort avec celles de l'année dernière. Ici, c'était à Wavre il y a 1 an, jour pour jour, des rues totalement inondées. Ce matin, au même endroit, c'est l'incompréhension des inondations une année et un risque de sécheresse la suivante, de quoi susciter l'inquiétude pour le climat. Pour moi, c'est inquiétant quand on voit ce qui se passe ailleurs. Là, c'est la sécheresse, ici, c'est les inondations. Le temps n'est plus à sa place. Quoi. Il est temps de faire quelque chose. Oui, mais quoi? C'est une inquiétude pour vous aujourd'hui ou pas du tout? Oui, c'est une inquiétude, oui. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'inquiètent pas. Je crois qu'il y a à peu près 1 degré, 1,5 degré de différence avec il y a quelques années. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'impact en fait. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses, de phénomènes qui se passent qui n'existaient pas avant. Donc ça fait très peur. Alors comment comprendre de telles différences d'une année à l'autre? Pour les spécialistes en climat, sécheresse et inondations sont les conséquences d'un même phénomène. On a 2 idées de suite, on a vraiment les 2 faces d'une même pièce. En fait, c'est avec un climat plus chaud, on s'attend évidemment à avoir plus de vagues de chaleur parce qu'il fait plus chaud. Mais quand il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation et l'air peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc, in fine, peut précipiter davantage d'eau sur le sol en un temps donné. Et ce qui s'est passé l'année passée, ça a été le côté pile, on va dire. Et cette année, c'est le côté face. D'importantes précipitations une année, une vague de chaleur la suivante. Les années pourraient s'alterner avec ces scénarios extrêmes et quasiment invivables. Si vous vous rappelez la vague de chaleur de les vagues de chaleur de 2019, celle de 2020, on a eu vraiment des situations où on sortait de chez soi, l'impression d'être dans un four littéralement, avec de l'air brûlant qui fait évacuer la transpiration de façon très effective, qui nous dessèche complètement. D'après les prévisions actuelles, les températures pourraient monter jusqu'à 40 degrés début de semaine prochaine. Et d'autres pays du sud de l'Europe sont concernés aussi en ce moment par cette vague de chaleur. En France, par exemple, les pompiers combattent les flammes en Gironde. 2700 hectares de forêt sont déjà partis en fumée et quelques 6000 personnes ont dû être évacuées. Près de la dune du Pilat, nous allons retrouver Quentin Warlop dans la région. Quelle est la situation sur place, Quentin ? Vous l'avez dit, Ophélie, près de 3000 hectares ont déjà été détruits ici par les feux en Gironde. 1500 à Landiras, à 40 km de Bordeaux, et 1200 ici juste derrière moi du côté de la dune du Pilat. Ce sont les feux de forêt les plus importants ici dans la région depuis plus de 20 ans. Imaginez-vous rien qu'ici, 5 campings et 6500 touristes ont été évacués. On apprend ce soir qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux car les feux ne sont pas encore maîtrisés. Vent tourbillonnant, chaleur extrême, végétation sèche, c'est le cocktail parfait
parfait pour que le feu progresse. Près de 1000 pompiers sont déjà mobilisés au sol et dans les airs. Eh bien, les moyens aériens ont encore été renforcés. 3 de ces avions peuvent par exemple lâcher 10 000 litres de retardant pour empêcher la propagation du feu. Des feux instables ce soir encore, mais la préfète de Gironde l'a indiqué tout à l'heure, les vents poussent vers la mer. Heureusement, les maisons et les campings sont donc pour l'instant épargnés. Mais les feux s'auto-alimentent encore ce soir. Les pompiers s'attendent donc à travailler une bonne partie de la nuit. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de l'indiquer à l'instant. 15 000 hectares ont déjà été détruits par les feux, par les flammes et les feux depuis le début de l'année. C'est 15 fois plus que l'année dernière, à la même époque. Merci beaucoup Quentin Warlop pour toutes ces informations en direct. Venons-en à présent à l'actualité judiciaire avec le transfert de Salah Abdeslam de France en Belgique. Un transfert placé sous très haute sécurité avec forces spéciales et hélicoptères en soutien. Salah Abdeslam séjourne désormais à la prison d'Ytre. Il sera bientôt jugé chez nous, tout comme 4 autres accusés des attentats de Paris. Cette fois donc commencera le procès des attentats de Bruxelles et le début ce sera pour le mois d'octobre. Puis en sport, au Tour de France, changement de maillot jaune. Pogačar le cède à Vingegaard. Le Danois s'est imposé en solitaire et nous allons voir cela en images avec les commentaires de Charles-Emmanuel de Wassège. Pogačar lâché dans la montée vers Serge Chevalier, c'est peut-être le tournant de ce Tour de France. Le maillot jaune est à bout de force et il n'a pas pu répondre à l'attaque de Vingegaard 3 km plus tôt. Le Danois file vers la victoire. Le Slovène est épuisé car depuis le début de l'étape, il est attaqué par l'équipe de Vingegaard. Van Aert part en éclaireur en début de journée. Il sera d'une grande utilité à son leader en fin d'étape. Dès les premières difficultés de la journée, Vingegaard, Roglic et leurs équipiers mettent la pression sur Pogačar. Le Slovène est affaibli car 2 de ses équipiers ont déjà abandonné. Il doit donc répondre lui-même aux différents démarrages. La tactique de Jumbo-Visma est claire, user et fatiguer le maillot jaune. La course se joue dans la dernière ascension de la journée, un col hors catégorie. Vingegaard a attendu le bon moment pour porter son attaque décisive. Le Danois virevolte vers la victoire. Il dépasse telle une fusée les attaquants du jour. Vingegaard, 2e du Tour l'année dernière, remporte l'étape en solitaire et s'empare du maillot jaune. This morning when I woke up, I wanted to go for it. I wanted to go for the stage, I wanted to go for the yellow, but to actually do it is just incredible for me. Pogačar termine finalement 7e à 2 minutes 51. Au classement général, Vingegaard possède 2 minutes 16 d'avance sur Bardet et 2 minutes 22 sur Pogačar, le grand perdant du jour, avant la 2e grande étape alpestre demain. Et puis je vous propose de revenir sur l'actualité à la une de cette édition spéciale, les inondations de l'été dernier. La Belgique se souvient et demain il y aura beaucoup d'émotions à l'occasion des différentes cérémonies d'hommage. Plusieurs cérémonies sont prévues dans les différentes localités touchées, notamment à Chennai où nous rejoignons Benjamin Vorporten. Le couple royal sera présent sur place ce jeudi. Oui, le couple royal qui avance là se sera rendu du côté de Limbourg à la rencontre des sinistrés. Il faut savoir que là-bas, 1 personne sur 3 a été touchée directement par les inondations. Le roi et la reine reviendront ensuite ici à Chennai pour les commémorations officielles. Et Chennai n'a pas été choisi au hasard, vous le voyez. Nous sommes le long de la Vesdre. Mais il faut savoir que derrière ce supermarché, eh bien, il y a l'Ourthe. Nous sommes donc à la confluence des 2 rivières qui ont provoqué le plus de dégâts l'été dernier. Des dégâts qui sont encore bien visibles, que ce soit ici le long de ce supermarché ou encore derrière moi avec cette maison qui avait été emportée par les flots il y a tout juste 1 an. Alors ces commémorations, elles vont se dérouler juste derrière nous, dans ce chapiteau blanc qui est prévu pour accueillir plus de 400 personnes, parmi lesquelles les familles des victimes, les représentants de la police, des pompiers, mais aussi les représentants politiques, les bourgmestres des communes sinistrées, le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre-président Elio Di Rupo. Ils tiendront des discours avant 1 minute de silence, mais en parallèle de ces commémorations officielles, il y a aussi des commémorations dans toutes les communes sinistrées, Verviers, Traux ou encore Pépinster, où à 17h demain, une stèle sera installée à la mémoire des 17 victimes, des 39 victimes des inondations. Merci et nous suivrons bien sûr ces cérémonies d'hommage en direct sur la RTBF à partir d'11h50. Et puis un autre rendez-vous à ne pas manquer sur la une, ce sera juste après notre édition spéciale, un documentaire consacré à ces inondations, aux sinistrés, aux familles de victimes. Je vous propose déjà de découvrir un extrait.
Donc Tanaïs, c'est le magasin de ma maman qu'elle a depuis 38 ans. Donc le 4 jours avant l'inondation, je lui ai dit que je reprendrais le magasin. Je lui ai annoncé le lundi. Le jeudi, il n'y avait plus de magasin. Je me suis réveillée le matin, j'ai allumé Facebook et bam, la première chose qui est apparue, c'était l'enseigne Tanaïs avec l'eau au milieu. Plus on marchait, plus on voyait les bâtiments se refléter. Et là, je me suis dit, c'est pas bon. Et là, après, quand François a ouvert la porte et que toute la marchandise est partie, là, je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est irréel, c'est une scène de guerre. J'ai jamais vu ça. On se regardait tous, qu'est-ce qu'on fout là, hein, on n'a plus rien. Quoi. L'odeur, c'est à vomir, horrible. Une odeur de la merde, de crasse. Ce que la jeune femme désire le plus, c'est préserver l'état de santé de sa maman, alors qu'elle est en train de lutter contre un cancer. Lui épargner au moins la vue de son magasin détruit. Inondation un an après, la tête hors de l'eau. C'est donc un documentaire porté par la voix de la comédienne Anne Couzens à découvrir juste après ce journal. Merci en tout cas d'avoir suivi cette édition spéciale en direct sur la Une. Merci aussi à toute l'équipe emmenée par Nora Khalifi et Axel Bonner. Je vous souhaite une excellente soirée.